Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, le Club Paname. Je vous remercie d'être avec nous, fidèles auditeurs et nouveaux auditeurs. Pourquoi pas, nous avons de la place pour tout le monde dans nos cœurs et avec une équipe de choc. Ce soir, podcast 16 qui dit 16 comme l'âge à laquelle Drayas a perdu sa virginité. Drayas, bonsoir. Bonsoir, t'es avancé de 5-6 ans. Ah putain, t'as fait ça tard. Ouais, 16, comme le nombre de fois que Olivier a vu le dernier Star Wars. Olivier, bonsoir. Oui, 16, effectivement, c'est le bon chiffre. Et on a tous été déçus par ce film. Et 16, comme le nombre de critiques positives qu'a reçu Steph lors de sa première participation au dernier podcast. Steph, bonsoir. Bonsoir, c'est pas mal, c'est un bon chiffre. Merci à vous d'être avec nous. Et aujourd'hui, on va parler du bilan quantitatif de la saison après avoir analysé le match de la semaine dernière, PSG Caen. Mes amis, on va parler de ce match et de nos prestations au Parc des Princes. 10 matchs, 10 victoires, 34 buts marqués, 7 buts pris et un seul clean sheet au cours des 10 derniers matchs. Messieurs, on commence tout de suite. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé au cours de ce match, Olivier? J'ai aimé la victoire d'abord parce que c'était bouclé cette demi-saison invaincue au Parc et à un point du record de 2015-2016, 50 points au lieu de 51. On sait pourtant la difficulté de ces matchs juste avant les vacances où les joueurs, en particulier les Sud-Américains, peuvent avoir la tête ailleurs. J'ai aimé aussi la qualité du spectacle face à une équipe de Caen qu'on peut féliciter malgré son niveau très inférieur de n'avoir jamais fermé le jeu. On a vu des actions de très grande classe, comme le but magique d'Eddy suite à une action supersonique à la Mbappé, ou la pénétration en dribble de Lo Celso conclue par un lob subtil. Comme l'a dit Pelé pour Banks, j'ai marqué le but. Et puis, ce que j'ai aimé également, c'est la touchante réaction de toute l'équipe pour saluer avec beaucoup de chaleur le but Berchiche. Et ce contraste entre un joueur qui, apparemment conscient de sa prestation assez médiocre, ne fêtait même pas son but, alors que le groupe lui témoignait son soutien et son amitié. J'ai trouvé ça très émouvant et témoignage de très très bonne ambiance qui règne dans cette équipe. Merci à toi, Olivier. On peut aussi noter le contraste entre lui qui sait qu'il fait un mauvais match, entre guillemets, et qu'il ne célèbre pas le but, et Kurzawa qui fait des matchs de merde et qui nous déchue. Je rappelle que le score est de 3-1 pour le PSG, j'ai oublié de le mentionner. Et maintenant, je lance la parole à notre ami Drayas. Qu'est-ce que toi, tu as aimé dans ce match? Alors, moi j'ai aimé la marge qu'on a. On a des soucis d'organisation, un bloc qu'on peut qualifier d'aléatoire. Neymar un peu au-dessous et pourtant la victoire est amplement méritée. Ça dit, alors comme le disait Olivier, c'est une équipe relativement faible qu'on avait en face, mais néanmoins valeureuse. Mais contre ce genre d'équipe, on a une marge juste incroyable. Ensuite, j'ai aimé le retour de l'efficacité qui se confirme. On vendange encore plus que de raison, mais on commence à planter, on recommence à planter dans le premier quart d'heure, premières 20 minutes de match, et ça change beaucoup pour la physionomie des matchs. Et enfin, j'ai aimé notre tranchant balle au pied avec les milieux qui apportent avantageusement le surnombre. Merci à toi, Drayas. Stéphanou, à toi de jouer. Oui, moi comme Olivier, j'ai bien aimé le fait qu'on ait fini l'année positivement. Je pense que c'est de bon augure pour la saison prochaine. On enchaîne les bons résultats en championnat et on maintient la cadence. C'est important pour nous. La deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est les larmes de Pastore parce que il y avait quelque chose de sincère, de touchant dans cette émotion. Bon, j'espère que c'est pas un au revoir. Et j'ai aimé aussi le fait que les jeunes se soient montrés, notamment Lo Celso, on en parlera peut-être un peu plus tard dans les top et flops. Et l'entrée en jeu de Stanley Nsoki, excusez-moi pour la prononciation. Bon, c'est une entrée circonstancielle, mais c'est positif parce que bon, on bricole pas, on met un défenseur, en tout cas un jeune défenseur de formation. Il a eu le droit à 25 minutes. J'ai assisté à la première de Kipembe au Stade de France face à Lens et j'espère, je lui souhaite le même parcours dans le futur. Merci à toi, Steph. C'est vrai qu'on a tous un peu aimé la prestation de ce petit défenseur que, personnellement, je ne connaissais pas. On a hâte de le voir rejouer très vite. C'est le premier de la génération 99 qui joue avec l'équipe pro. Ça nous file un coup de vieux quand même, hein. Putain. Ouais, il n'a pas connu la Coupe du Monde. Tu te rends compte, 99, Olivier,
J'ose même pas y penser. Mes amis, on a envoyé du bleu, maintenant on envoie du rouge. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé au cours de ce match, Drayas? J'ai pas aimé le bloc. Un milieu qui était trop éloigné de la charnière et à la perte de balle, une ligne d'avant qui à son tour était trop éloignée du milieu. Pour moi, il y a deux choses qui l'expliquent. La première chose, c'est le retour de Silva, un Silva qui était diminué, qui a dû rentrer peut-être un peu trop précipitamment suite à la suspension de Kipembe et qui a un peu retrouvé ses vieux démons et qui avait tendance à faire vraiment reculer le bloc. Et de l'autre côté, un milieu. Mota était bien trop seul à faire le travail de milieu dans les phases sans ballon. Et ça permettait trop de percer plein axe de la part des Canets et ça obligeait à cette distension du bloc. Et c'est vraiment un problème. Ce qui faisait notre force il n'y a pas si longtemps avec l'ère Marco, Rabiot, Draxler a complètement volé en éclats depuis et on n'arrive pas à retrouver cette carburation. Merci à toi, Drayas. Steph, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'en complément, on peut dire aussi que ça a permis de voir Lo Celso faire une belle performance. Il a assuré dans son domaine. Je trouve que c'était pas mal. Dans ce que j'ai pas aimé, moi, c'est les fautes à répétition sur Neymar. Je trouve que c'était un petit peu agaçant. On a vu à la fin du match 3 fois, il brandit le poing en direction de l'arbitre, lui faisant comprendre que non, c'est pas possible que ça continue comme ça. Il a pris les mauvaises décisions. Il le prend peut-être pour un simulateur. Sûrement même, en tout cas l'impression qu'il soit pas protégé, ou en tout cas pas arbitré totalement comme les autres. Il y a clairement un penalty sur une faute de Vercoutre qui lui tire le maillot sur lui, donc bon, c'est un peu dommage, ça nous pénalise. Ça le pénalise aussi dans sa course aux statistiques. C'est un petit peu dommage pour lui. Puis j'ai pas trop aimé aussi la coupe de cheveux de Mbappé, je suis désolé, c'était pas possible. Voilà. Oui, c'était une coupe de cheveux pour ses 19 ans. Il s'était en blond, en blanc. Oui. Je pense que ça a beaucoup plu à Olivier. Olivier, est-ce que tu es d'accord? Bon, j'ai bien longtemps que je fais plus attention à la coupe de cheveux. Olivier, on t'entend plus là. Oui, ça fait bien longtemps que je fais plus attention à la coupe de cheveux. On n'entendra pas que tu dis que ça fait bien longtemps que tu fais plus attention à la coupe de cheveux des joueurs. Oui, donc, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, toi, dans ce match, Olivier? J'ai pas aimé, mais ça on va y insister un peu après. C'est le nouveau but encaissé bêtement en fin de match, comme lors des 10 derniers matchs. Comme si l'équipe perdait sa concentration devant sa domination. Ne pas être capable de trouver des solutions pour corriger ça, je trouve ça difficilement compréhensible. J'ai pas aimé, comme Steph, l'arbitrage. Le rôle principal de l'arbitre, c'est de protéger les joueurs. Et manifestement, Neymar, et c'est pas simplement sur ce match, n'est pas trop protégé par nos arbitres français. D'autant qu'il a un jeu qui est basé sur la provocation, l'élimination, et donc qui est source de fautes. Ça, j'accepte les fautes. Encore faut-il qu'elles soient sanctionnées comme elles le méritent par des cartons pour que les coupables soient plus attentifs à ne pas les répéter. Ajoutons que cette liberté laissée au pouvoir de nuisance adverse expose le joueur à un risque accru de blessure. Et puis, j'ai pas aimé qu'on pollue mon match. Parce que moi, j'ai vraiment vécu ce match de façon pas toujours très agréable. D'abord par cette annonce d'un départ possible de Pastore quelques temps avant le début du match. Et ça, je trouve que c'est pas bien, d'autant que je l'ai senti un peu triste et perturbé. J'étais aussi pollué par le possible record de buts accessible à Cavani. Et on a vu, comme c'est souvent le cas dans ce cas-là, quand l'équipe essaye de faire marquer le joueur, beaucoup de mauvais choix. Et ça a certainement participé au nombre encore important d'occasions vendangées. Et puis j'ai été absolument excédé par les commentaires horripilants des gens de Canal. Ils nous ont survendu Mbappé tout le match. Vraiment, il y en a marre, quoi. Et alors, que dire de l'interview de Talaron qui saute sur Pastore à la mi-temps pour lui demander s'il part. Je crois que vraiment ces gens n'ont aucun sens de la mesure et du respect qui est dû à des joueurs. Mais Olivier, ça tu peux t'en prendre qu'à toi-même, car je vous ai conseillé à tous de regarder le match en grec ancien. Est-ce que je peux rebondir? Je voulais juste dire un truc, c'est que c'est vrai que Neymar, ça doit lui faire bizarre de passer à la Liga où s'il tombe par terre sans contact, loin de la zone, de la surface de réparation, il va y avoir quand même penalty.
Et là, il arrive, il a des pénaltys, mais ça siffle pas. Ça doit lui faire bizarre. À toi de jouer, Dryas. Ben justement, sur le fameux péno que Neymar, je trouve que Vercoute joue très très bien le coup et à aucun moment l'arbitre n'est en mesure de voir ce qui se passe. Et au-delà de ça, sur Neymar, je reviendrai un peu sur sa performance plus tard, mais il a énormément plongé. J'ai revu le match tout à l'heure et effectivement sur des ralentis, enfin, il y a au minimum une faute sur deux où il fait les trois galipettes avant, où c'était juste des plongeons. Et je trouvais, contrairement à vous, l'arbitre très bon. Je l'ai trouvé calme, je l'ai trouvé pédagogue. Vraiment, en voyant le match, en voyant ses gestes, il avait des gestes apaisants. Et je trouve que les critiques que vous faites envers l'arbitre sont pas justifiées et que si autant sur certains matchs, Neymar, c'est vrai, subit trop de fautes et n'est pas protégé, c'était vraiment pas le cas ce soir-là. C'était vraiment pas le cas ce soir-là. Il cherchait vraiment la faute à tout va, quoi. Merci à toi, Dryas. Et je suis assez d'accord avec toi que sur l'arbitrage, que je trouvais plutôt bon. Moi, je suis pas d'accord parce que quand un arbitre doit sanctionner pour des simulations, il doit le faire. Et éventuellement même, c'est clair que s'il y a des fautes, il doit aussi le sanctionner. Dans ce Ça veut dire cas-là, que dans les deux cas, il n'a pas fait son travail. dans ce cas-là, Neymar sort parce qu'il s'est pris 3 rouges sur le match. Donc il a du mal à faire le match. Enfin, il y a un moment où, si tu veux, on peut pas toutes les siffler et on peut pas siffler toutes les simulations. Mais honnêtement, enfin, taper sur l'arbitre pour défendre Neymar sur certains matchs, ça se tient. Pas ce soir-là, je trouve. Pour moi, on a vraiment vu le mauvais Neymar qui tombait beaucoup, 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 beaucoup. Allez, mes amis, on va passer là-dessus. C'est pas grave, on a gagné l'arbitrage. On a eu des mauvaises souvenirs avec ça auparavant. Les amis, on passe à la rubrique des tops. Mes amis, vous me donnez 3 tops maximum. Vous pouvez donner vous 3 le même top. J'ai aucun souci là-dessus. C'est Noël. J'offre des cadeaux. Steph, tu me donnes tes 3 tops. Combien tu veux. Alors, j'en donner 2, Mbappé et Lo Celso. Mbappé et Lo Celso, c'est les 2 plus jeunes titulaires hier non, c'était mercredi, pardon, de mercredi soir, et moi, ils m'ont épaté. Bon, parfois ils dispersent un peu dans le match, c'est vrai, mais je trouve qu'ils réussissent des choses incroyables. Ils ont une certaine aisance, une certaine efficacité, une certaine fluidité. Ils apportent pas mal dans le jeu. Voilà, je pense qu'ils sont sur la continuité, sur la lancée de leur très bon début de saison. Ils ont quelques hauts, quelques bas, mais globalement, ce match reflète un petit peu ce qu'on attend d'eux, ce qu'on pense d'eux et ce qu'on espère d'eux. Vivement 2018 pour voir s'ils progressent encore. Une petite mention quand même pour Lo Celso parce qu'il récolte les fruits de son travail au quotidien, l'entraînement, et puis sa patience, puisqu'il a peu joué l'an dernier, il a fait des entrées de match, mais il a toujours été, ou très régulièrement été convaincant. Moi j'apprécie ça, je trouve que c'est un exemple aussi pour les autres jeunes du club. Il faut travailler, il faut savoir aussi être un petit peu patient. Voilà. Merci à toi, Steph. On peut notamment penser à la très bonne gestion des Emery sur le cas de Lo Celso. Oui. Olivier, à toi de jouer. Moi, je suis pas du tout d'accord sur la très bonne gestion d'Emery sur Lo Celso. Lo Celso, ça fait 1 an qu'il est au club et il a été pendant cette année le bouche-trou d'Emery. Il a été baladé d'un poste à l'autre et cantonné pendant très longtemps à un rôle restreint de remplaçant des 10 dernières minutes. Depuis la blessure de Rabiot, il est devenu titulaire lors des 3 derniers matchs. Et on voit ce que c'est que Lo Celso sur ces 3 derniers matchs. D'abord en 6 avec Marco et Draxler, et hier en 8 avec Pastore et Mota. Et les 3 fois, il n'a pas déçu, particulièrement dans ce match contre Caen, où il a étalé toute la palette de son talent, dans un rôle de relayeur qui convient mieux à ses qualités que celui de sentinelle. Il défend de mieux en mieux, comme en témoignent ses 20 ballons récupérés, c'est le meilleur total de l'équipe, d'autant qu'il ne rechigne pas à aller au duel. Mais il est aussi efficace offensivement, avec une passe décisive pour le but de Mbappé, et 2 autres pour Cavani qui aurait pu l'être. Et puis, on peut saluer plusieurs percées, dont l'une avec un beau slalom conclu par un lob miraculeusement sauvé par Vercoute. Si on accepte Mota pour jouer en sentinelle, il y a une option plus que sérieuse pour le milieu à 3 avec Marco et Rabiot, notamment au regard des faiblesses défensives de ses 2 concurrents directs, Pastore et Draxler. Bon, je cite également Mbappé parce qu'il est vraiment formidable. Après son petit passage à vide, il a fait encore un très grand match. Et puis avec des actions qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, comme le but de Cavani, qui sera sûrement un début de l'année, avec cette récupération, cette accélération, ce centre conclu par une matchère. Et puis, contrairement à Dryas, pour moi, reste le patron de la défense.
et on s'en aperçoit surtout quand il n'est pas là. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il n'est pas chanceux sur le penalty, car on n'a pas l'impression que sa main soit intentionnelle. Tu parlais de Silva, on l'avait pas entendu, je précise. Oui, de Thiago Silva. Thiago Silva. Donc, merci à toi, Olivier Drayas. Alors moi j'ai déjà un top de cœur en fait, il a juste divinement commencé le match et c'est un peu éteint à la 27e minute. Allez savoir pourquoi ça s'est passé à la 27e minute, il a passé la deuxième mi-temps en mode un peu alternatif, mais je veux bien sûr parler de l'homme qui porte ce numéro et mon chouchou, parmi les chouchous à Paris, qui est Javier Pastore. S'il devait partir ce serait un drame pour moi. Ensuite de ça, je vais parler de, ouais, bah, pareil que vous, Kylian, tant de fraîcheur, générosité. C'était délicieux, sa volonté tout le match de vouloir faire une passe décisive pour Cavani, essayer de faire en sorte que Cavani, il a passé son temps à le chercher. Il est parfois passif sans la balle, mais comment lui reprocher? Il est tellement positif par ailleurs que c'est un délice. Et je vais citer, alors je suis un peu embêté, je vais pas pouvoir citer Trapp que j'aurais aimé citer, mais comme j'ai le droit qu'à 3, je vais aussi citer JO. Il a beaucoup été cité, mais je suis obligé de le citer. Avec ballon, c'est un bonbon. Et enfin, il tient 90 minutes. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, à la 60e minute, il était cuit. Olivier, quand tu parles de la gestion d'Emery, tu sembles oublier que l'année dernière, il avait du mal à finir les entraînements. Qu'il n'y a pas si longtemps, il avait fait 90 minutes, à la 60e, il était cuit, et là, il tient les 90 minutes. C'est un joueur qui a un petit souci avec ça, et il fallait peut-être attendre qu'il atteigne cette capacité de résilience pour pouvoir l'aligner vraiment 90 minutes. Merci à vous, les amis. Je résume vos tops: Mbappé, Lo Celso, Mota, Silva et Cavani. Et Trapp que j'ai pas pu citer. Oui, Trapp. C'est vrai que Trapp, il fait 3 arrêts. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre que Carreola soit repassé devant cette saison, alors que Trapp avait fait une saison très convaincante, contrairement à Areola. Sur les 3 arrêts, il y en a 2 qui sont décisifs sur le match, chose qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Exactement. En plus, Trapp est beaucoup plus beau. Voilà. On passe au flop, mes amis, vos purges du match. On va commencer cette fois par Olivier. Bah, malheureusement, je suis encore obligé. On t'entend pas. Il a beau avoir marqué un joli but, d'une belle frappe croisée, son niveau technique est absolument indigne de requis pour jouer au PSG. Match après match, il étale ses insuffisances offensives, principalement. Jamais de centre qui arrive à destination, mais aussi défensif. Comment Emery a pu faire ce choix alors qu'il connaissait très bien le joueur, il voulait le mettre dans le même championnat? Une erreur de plus après le choix de rester, ça fait quand même beaucoup. Quand on pense que Kurzawa, même meilleur footballeur, et tout, ben on reste très, très anxieux pour ce côté gauche face à des attaquants de top team qu'on risque de rencontrer en Ligue des Champions. Le deuxième flop pour moi, c'est Emery. Encore un match où l'équipe prend au moins un but évitable, c'est le 9e sur les 10 derniers matchs. Et sa réaction d'après-match reste toujours la même depuis ces 10 matchs. Ce but encaissé est quelque chose que nous voulons travailler et améliorer. Si au lieu d'être dans le constat, il travaillait et améliorait vraiment, on en serait tous satisfaits. Tu es sévère, Olivier, je pleure. Oui, moi aussi. Je suis pas content. Du coup, Drayas, je te lance. Je vais pas tout de suite réagir à Olivier, je vais attendre que Steph en ait parlé. Je vais déjà, en premier flop, nommer Neymar. Pour moi, on a vraiment eu le Neymar qu'on n'aime pas. On a eu Neymar qui tombe quand il n'y a pas besoin de tomber, qui en abuse. On a eu le Neymar qui... C'est pas qu'il est individualiste, c'est qu'il cherche les solutions collectives tout seul. Il est là en mode je vais sauver le truc, je vais trouver la solution. Et il n'y a pas eu les délices qu'il a d'habitude, moins de passes, la part de déchets est toujours acceptable venant d'un tel joueur, mais quand la part de déchets dépasse les 80% au niveau des actions, c'est problématique. Et pour moi, on n'a vraiment pas eu le bon Neymar. Berchiche, on a déjà parlé, je peux pas, juste dire qu'il m'a fait de la peine quand il ne fait pas son but. Mais voilà, s'il n'est pas content de sa prestation, qu'il nous montre enfin qu'il soit capable de faire une prestation, parce que comme Olivier, je suis désespéré quand je vois ce côté gauche. Je vais nommer en troisième flop, j'aurais aimé en nommer 4, mais tant pis, Giovanni Lo Celso, pour sa passivité dans son positionnement sans ballon.
Je dis pas qu'il est passif défensivement. Au contraire, il fait les courses, comme l'a rappelé Olivier avec justesse tout à l'heure. Il a fait beaucoup de récupérations et le premier récupérateur sur le match. Mais il y a plein de fois où dans son positionnement, il hésite, il sait pas trop où aller. Parfois, il se projette. Ah ben non, c'était pas forcément le moment où il se projetait. Et à l'arrivée, Mota se retrouve seul. On voit l'immense gap qu'il y a avec Marco Verratti, qui était le poste qu'il occupait, qui est monstrueux et qui sera assassin dans des confrontations plus sérieuses. Et je trouve que si Lo Celso veut s'installer au milieu, il est temps qu'il se réveille et qu'il fasse des progrès à ce niveau-là, parce qu'avec ballon, c'est un délice, il a une conduite de balle, il a une vraie lecture du jeu. Même au niveau de l'impact défensif, il est très intéressant, mais il faut qu'il apprenne à mieux se placer, et ça commence à devenir rédhibitoire maintenant. Et je voulais aussi parler de Meunier, mais je ne peux pas parce que malheureusement, on a le droit qu'à 3. Merci à toi, Darius. De toute façon, j'aurais pas accepté les commentaires sur Meunier, qui sont méchants. Steph, à toi de jouer. Oui, alors je suis globalement du même avis sur Berchiche que Darius et Olivier, donc je vais pas en rajouter. C'est vrai que bon, c'était insuffisant. Moi, je vais parler de Meunier. Bon, je pense pas qu'il ait fait effectivement un mauvais match, à mon sens, mais je l'ai pas beaucoup vu. J'ai pourtant regardé le match comme tout le monde. J'ai trouvé un peu en dessous de ses coéquipiers. Alors défensivement, il était plutôt pas mal. Offensivement, j'ai eu cette impression qu'il n'était pas toujours très présent. Après, il n'a pas forcément fait un très mauvais match, mais voilà, je pense que bon, on en attend un petit peu plus de lui. Il joue blessé, paraît-il. Probablement que ça a eu aussi un impact sur sa performance, même sûr, s'il est blessé. Ça fait un peu trop souvent qu'il joue blessé, je trouve. Il est peut-être temps de régler le problème, parce que on aura besoin en 2018 d'un joueur qui soit vraiment à 100%, surtout si on doit faire souffler Alves par moment. Le deuxième joueur, alors c'est Cavani, c'est plus un flop d'ensemble, pour ses nombreux ratés, pour parfois le fait qu'il n'ait pas été surtout effacer ou en tout cas égaliser le record de Zlatan avant la fin de l'année, parce que bon, moi j'aurais bien aimé que ça se termine, cette histoire, qu'on passe à autre chose, et puis surtout ça l'aurait récompensé, ça aurait été un beau cadeau de fête de fin d'année. Il l'aurait mérité avec tout ce qu'il fait pour nous depuis le début de la saison et même l'an dernier. Donc voilà, j'aurais aimé que le record de Zlatan soit au moins égalé, voire dépassé. Bon, ça n'a pas été le cas. Il a peut-être un peu forcé ses tirs par moment, forcé ses gestes, j'ai trouvé. Et je voulais juste souligner sur le fait que je suis d'accord avec Darius sur Neymar. Je pense que trop souvent, on le voit depuis le début de l'année, il fait son sauveur, il a joué un peu trop perso, et il y a des moments, il est très altruiste, ou en tout cas, il est un peu plus altruiste, plus collectif. C'est vrai qu'on a vu le mauvais Neymar. J'espère que c'est juste un match sans, mais on avait vu une tendance à l'amélioration dans sa façon de jouer. Faudrait pas qu'il y ait une rechute. Merci à toi, Steph. Je vais me permettre de réagir. Ouais, je faisais un blanc justement pour te lancer derrière. C'est très gentil à toi, merci. Alors déjà sur Meunier, pour le coup je vais pouvoir en parler, contrairement à toi, je l'ai trouvé mauvais. Et je suis une personne qui l'a très souvent défendu, notamment pour ses prestations défensives, où je trouvais que les charges qui pesaient à son encontre étaient exagérées. Et là, combien de fois c'est passé sur son côté, combien de fois il était en retard devant, il n'a pas vraiment apporté de différence. À chaque fois qu'il recevait la balle, ça s'est fini par des centres qui étaient contrés. Je lui trouve juste deux excuses. La première, alors là, je vais rejoindre Olivier, je vais charger Emery. Alors peut-être qu'il est blessé, s'il est blessé, effectivement, c'est différent, mais pour moi, c'est un joueur qui manque cruellement de rythme. Et il avait fait une bonne presta récemment, il n'est pas capable de réitérer. Euh, Peut-être il a besoin de plus jouer, et je trouve aussi que l'équipe ne sait pas encore jouer avec ses qualités comme c'était le cas la saison passée, c'est-à-dire que maintenant on va lui faire la passe quand il n'est pas forcément démarqué, et il y a quand même pas mal de moments où Meunier est démarqué dans les matchs, peut-être un peu moins hier soir même si c'était le cas, mais sur plein de matchs il est très souvent démarqué et on ne sait pas le servir dans ces moments-là, et je trouve qu'il a fait un mauvais match, quoi. Et sinon, je me souviens plus, je voulais réagir sur autre chose. Ah, Cavani, pour moi, déjà, sublime premier but. Ensuite de ça, oui, il a eu des ratés, mais il était présent, il faisait son rôle de neuf à la perfection. Il y a juste eu un défaut, c'est qu'il a eu tendance à un peu vendanger, mais encore une fois, quand on regarde, les balles passent à 1 mètre, les reprises sont pas forcément simples à faire, et le but qu'il fait est sublime, et pour moi, le mettre en top, c'est choquant. En flop, c'est choquant. Ouais. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur Meunier ?
Ah oui, vas-y. De toute façon, ça va bientôt devenir le club d'Arias. Hein. Moi, je suis un peu inquiet médicalement parlant qu'on se plaint de la fin de saison dernière. Il semble qu'il ait eu une intervention cet été avec un nettoyage arthroscopique. C'est toujours inquiétant parce que ça peut témoigner de lésions cartilagineuses et ces lésions cartilagineuses ont toujours beaucoup de mal à cicatriser et c'est moins une blessure une lésion chronique de sa cheville qui risque de l'handicaper régulièrement tout au long de cette saison et peut-être un peu plus. Moi, je me souviens que Van Basten a arrêté sa carrière sur des problèmes semblables. Alors, bien sûr, on peut pas comparer sans avoir le dossier médical, mais je serais un petit peu inquiet concernant Meunier. Sinon, moi, je trouve que Draias est extrêmement sévère avec Lo Celso, que moi j'ai trouvé excellent hier, et qui me semble celui que je vois le plus associé favorablement au duo Rabiot-Verratti par l'étendue de son jeu, tant offensif que défensif, alors que ses concurrents sont nettement derrière lui dans le jeu défensif. Alors c'est un joueur qui n'a pas cette formation-là, mais c'est un joueur intelligent qui apprend vite et je pense que ses problèmes de placement, il va les régler très vite. Merci à toi, Olivier. Je précise pour nos auditeurs que Olivier est un ancien docteur et qui a fini chirurgien plastique. plastique. Mais... C'est des faux seins, tu m'as dit. Pour les ça veut dire que pour toi. Oui, mais moi c'est pour un changement de sexe, c'est autre chose. Draias, je te laisse conclure, mais t'as 1 minute. Ok, d'accord. Très rapidement, je suis d'accord avec toi, Olivier, sur 95% de ce que tu dis sur Lo Celso. Et encore une fois, Lo Celso, je l'ai mis en top. J'ai pas forcément trouvé l'espace et le temps pour développer quand il était top. Mais non, je parle vraiment de son placement défensif. Et pour moi, il y a un manque criant à ce niveau-là qui peut être rédhibitoire. Voilà. Merci à toi, Draias. Mes amis, on passe au bilan quantitatif de cette mi-saison. Nous sommes champions d'automne. Messieurs, pour rappel, 27 matchs, 23 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 89 buts marqués, 22 buts pris. Messieurs, on va commencer par le bilan quantitatif en championnat. 19 matchs, 16 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 58 buts marqués, 15 buts pris. Cavani 19 buts, Neymar 11, Mbappé 8, 9 passes décisives pour Neymar, 7 pour Mbappé. Voilà, la MCN, c'est amazing, c'est incroyable. On a marqué 50 points sur cette mi-saison. C'est le deuxième meilleur résultat après la, entre parenthèses, fausse saison de 2015. Et nous sommes à 98 points sur l'année civile, ce qui est le meilleur total de l'histoire du PSG. Et de la Ligue 1, messieurs, deux questions pour vous. La première, est-ce que les objectifs sont pour vous atteints, Olivier? C'est sûr qu'après la perte du titre l'année dernière, le gain du championnat était un des prioritaires, comme c'est tous les ans. Et donc cette année, il fallait absolument reprendre notre bien. Le challenge semblait d'autant plus réaliste qu'on a enregistré les renforts d'Alves, Mbappé et Neymar, qui faisaient de cette équipe probablement l'équipe du PSG la plus forte de tous les temps, alors que dans le même temps, les autres s'appauvissaient, à commencer par Monaco, le champion sortant qui a été littéralement pillé de ses meilleurs joueurs, mais aussi Nice, de même que Lyon et Marseille, les concurrents traditionnels. Il n'empêche qu'être favori sur le papier est une chose, mais que de le confirmer sur le terrain, c'en est une autre. Alors, en dépit des 2 matchs nuls et de la défaite, tous à l'extérieur, encore un problème récurrent, et d'une fragilité défensive, on peut constater que la domination du PSG elle est quasi totale dans cette première moitié de saison. 50 points à la trêve, 9 points d'avance sur le duo Monaco et Lyon, 12 points sur l'OM. Quant aux autres, ils n'existent déjà plus et ils sont dans le rétroviseur très très loin. On se rapproche du nombre de points record de 2015-2016 et le meilleur est peut-être encore à venir puisque la phase de rodage avec ces nouveaux joueurs est achevée. Donc on peut être très optimiste sur la fin de saison, mais déjà très satisfait de la première phase. Merci à toi Olivier. Steph, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, les objectifs sont atteints, ça c'est sûr, en tout cas sur le plan comptable, sur le plan aussi du classement, sur l'espace qui est entre nous et le second, et enfin les autres équipes, la meute qui nous poursuit. Maintenant, oui, si les chiffres sont en notre faveur, on fait du beau jeu aussi en maîtrisant la plupart des matchs. On marque beaucoup de buts. Tu l'as souligné avec toutes les statistiques des buts de nos joueurs offensifs. Quand même, une chose qui ternit un peu ce bilan, pour moi, c'est la prestation sur deux matchs importants face aux deux Olympiques. Bon, on sait que c'était circonstancié, un manque de fraîcheur, aussi la préparation physique était un peu lourde face à Lyon, face à Marseille, c'est un petit peu différent, un contexte un peu hostile, complètement hostile d'ailleurs. On a vu aussi que physiquement c'était un peu compliqué avec des joueurs blessés. C'était une période où justement Emery allait passer à autre chose, mais bon, il a mis en place une tactique qui avait pas été très probante. On se cantonne au quantitatif, Steph. Le qualitatif, on l'aborde la semaine prochaine. Ah, d'accord. Donc voilà, bon, pour moi, oui, les objectifs sont atteints. J'aurais juste un petit chose à dire, c'est sur l'investissement qu'on a perdu. Je pense que j'aurais aimé avoir le record cette année, j'aurais aimé effacer Nantes des tablettes, parce que bon, bah, je suis un Parisien des années 90 et Nantes, c'est pas un des clubs que j'apprécie le plus. À l'époque, c'était l'un des clubs les plus détestés par les Parisiens et bon, bah, je reste un Parisien des années 90. Merci Steph. Daria, c'est toi, ton avis? Alors, je vais juste, avant de donner mon avis, me permettre de rebondir sur un petit détail de ce que disait Olivier. Que ce soit Marseille ou Lyon, ils ne se sont pas forcément affaiblis. Si on parle de Monaco et Nice, c'est le cas, mais Marseille et Lyon, c'est peut-être le contraire même. Maintenant, pour le bilan quantitatif sur les objectifs atteints, bah oui. On a 9 points d'avance, on a donc un matelas qui est confortable pour aborder la suite, qui nous offre un petit confort qui va être nécessaire à partir de février-mars. C'est tout, Daria? Ouais. Sur le bilan quantitatif, oui. Je suis assez déçu de ta prestation. J'en suis déçu. Je t'aime, Daria, tu le sais. Messieurs, deuxième question pour vous. Est-ce que pour vous, le championnat est plié? Je rappelle qu'en 2015-2016, à cette époque, Nice avait 44 points, Monaco 42. Qu'est-ce que je raconte? Bon, laissez tomber. Messieurs, est-ce que le championnat est-il plié, Steph? Non. Non, il n'est pas plié, bien évidemment. Ce serait très très arrogant de le penser. Et puis on a l'exemple auxerrois qui me reste personnellement en travers de la gorge. C'était il y a 20 ans, mais voilà, c'était nous le principal victime de cette histoire. Donc non, il n'est pas plié. Maintenant, voilà, il faut aussi voir qu'on a un matelas, comme le disait Drayas, un matelas très intéressant pour atteindre nos objectifs finaux, en tout cas en Ligue 1. Ça signifie aussi que le PSG, pour perdre le titre, faudrait qu'il perde au moins 4 fois et que Lyon et Monaco ne perdent qu'une seule fois sur les matchs qui restent à jouer. J'élimine un peu Marseille parce que je pense qu'ils sont encore un peu plus loin. Donc pour moi, en toute logique, on tient de bon bout. Après, il n'y a que de graves blessures, une crise terrible qui pourra nous amener à cette catastrophe de la perte du titre. Merci Steph. Brias? Bah, moi, je pense que par rapport à nos concurrents directs, on a des matchs qui auront des enjeux plus forts, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, qui laisseront plus de traces. Donc, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais je pense que c'est avant tout une affaire de vigilance. C'est-à-dire que si on est sérieux, normalement, le championnat est acquis. À nous de l'être. Merci Daria, c'est beau. Olivier? Pour les raisons que j'ai énoncées. On t'entend pas, Olivier. Donc, pour les raisons que j'ai déjà dites, et le fossé entre le PSG et le niveau des autres clubs de L1, le championnat, il était déjà plié à la fin du mercato. La première moitié de saison le confirme. Le PSG est seul au monde. Derrière, il y a 3 clubs qui suivent groupés, mais à distance respectable, 9 et 12 points. Ils vont perdre des points dans leur confrontation directe. Ils vont sûrement en perdre contre nous. Donc pour moi, c'est plié. Qu'est-ce qui pourrait empêcher d'aller au bout? Une cascade de blessures ou de suspensions. Ça, on sait qu'étant engagé sur tant de tableaux, c'est toujours possible. Et puis, il faut quand même le signaler, la fragilité à certains postes, les gardiens, les latéraux gauches. J'aurais même ajouté il y a quelques semaines le milieu, mais l'émergence de Lo Celso, comme le repositionnement réussi de Draxler,
redonne des possibilités crédibles de turnover. Pour moi, incontestablement, le PSG est intouchable cette saison, du moins en Ligue 1. Merci, messieurs. Place à la Champions League, premier de poule, mais on a tiré le Real en huitième de finale, alors que le Bayern, lui, a tiré le Beşiktaş en finissant second. Messieurs, notre parcours en Champions League, fierté, regret, qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus, Darius? Bah, la fierté, ça aurait pu être le cas. Malheureusement, il y a une petite fausse note dans ce parcours, qui est le match retour contre le Bayern. C'est pas tant le résultat qui pose problème, c'est le contenu du match où clairement on était en dessous de l'équipe adverse. Et du coup, la fierté, j'ai un peu du mal à la trouver. Mais bon, c'est impossible d'avoir des regrets, hein. Tu sais, on est Paris, on a la chance au tirage qu'on a. Et si on avait fini deuxième, ça aurait pas forcément été mieux. Donc voilà, ni fierté ni regret. Merci à toi, Darius. Olivier, ton avis? Moi, je trouve Darius difficile. On n'a pas été souvent qualifié. D'autant que cette poule, elle comptait quand même comme concurrent direct un ogre de la compétition. Le Bayern, c'est un très gros calibre au niveau de la Champions League. Et on sait qu'on a souvent eu du mal, notamment l'année dernière. Alors oui, pour moi, la fierté domine, notamment après le très beau match aller au parc où les Bavarois ont été punis en contre, ce qui nous a ouvert d'autres possibilités tactiques que le jeu de possession qu'on pratique depuis 4 ans. Alors c'est vrai que le match retour nous a ramené parfois au niveau européen et révélé certaines de nos faiblesses qui sont à corriger. Alors oui, malgré la première place, on a la malchance de Bayern deuxième hérite du Beşiktaş, mais ce sont les caractéristiques réglementaires du tirage qui en sont la première. Reste que sortir premier de la poule assure un retour à domicile et que c'est un avantage statistique majeur, d'autant qu'on sait bien que le PSG, depuis 2 ans, est plus performant à la maison qu'à l'extérieur. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est que ce match au sommet arrive si tôt, d'autant qu'on peut craindre qu'il conditionne le jugement qu'on portera sur le succès ou l'échec de cette saison. Merci à toi, Olivier. Une petite question très rapide, Olivier. Si on arrive à jouer d'une autre manière que seulement de la possession, c'est grâce à qui, selon toi? C'est grâce aux joueurs. Merci à toi, Olivier. Steph, est-ce que tu as un avis différent de tes deux compères? Pas vraiment. Je pense que globalement, bon, ils ont bien cerné la chose. Est-ce qu'il y a de la fierté ou de regret? Ni regret ni fierté. C'est déjà une question d'honneur, d'image et aussi de fierté aussi de montrer autre chose que ce qu'on avait montré le 8 mars. Il fallait remonter la pente. On avait la chance de le faire dans un groupe abordable pour la qualification. On savait qu'on allait se qualifier. La question c'est de savoir si on allait finir premier ou deuxième. Globalement, oui, je suis content qu'on soit premier à la fin de la phase de poule. Maintenant, moi, la double confrontation face au Bayern m'a laissé vraiment sur ma faim. Je suis pas persuadé, et c'est mon avis. Je pense que les autres ne pensent peut-être pas pareil, mais pour moi, les Bavarois ont laissé sur l'ensemble des 2 matchs une meilleure impression que le PSG, et pourtant, ils ont fini deuxième. Quant au tirage au sort, moi, j'attire l'attention sur le dernier mot, c'est le mot sort. Voilà. On pouvait tomber sur une équipe très abordable, on pouvait le faire. Il y avait une probabilité, elle existait. On a tiré l'équipe la plus dangereuse de la Ligue des Champions, carrément. Tant pis, ça faisait partie des risques, mais je préfère finir premier. D'abord parce que c'est une question d'image et de fierté, mais aussi parce que voilà, on veut être en grand club, on doit raisonner tel quel, on doit affronter les équipes qui opposés à nous, soit par le tirage au sort, soit juste par le tirage au sort. Pour moi, c'est vraiment important c'était vraiment important de finir premier, quoi qu'il arrive. Voilà, on doit raisonner comme un grand club. Merci à toi, Steph. Je précise que c'est la première fois qu'on finit premier de notre poule quand on a un gros avec nous dans la poule. Messieurs, on va parler de l'attaque du PSG. 89 buts marqués en 27 matchs, 58 en Ligue 1. Est-ce que pour vous, le PSG va-t-il battre un très vieux record qui était de 118 buts? On ne s'appelait même pas encore le Paris Saint-Germain, c'était en 1959. Olivier? Est-ce qu'on n'a jamais eu dans l'histoire que la MCN? Est-ce qu'il existe même une attaque supérieure à celle non seulement chacun des membres du trio est très fort individuellement,
mais en plus, leur articulation collective est de mieux en mieux. Et si Neymar et Mbappé ont très vite démontré une complicité naturelle dans leur jeu, Cavani a su trouver sa place en leur offrant par la placement des solutions de passe et des espaces, tout en se montrant très réaliste à la réalisation, même si par rapport au nombre d'occasions qu'il a, il en rate quelques-unes. Enfin, ils sont tous les trois buteurs, ce qui change de la monodépendance qu'on a souvent déplorée par le passé. Le record est à 118 buts, eh bien on a déjà 58 réalisations, l'attaque est donc dans les temps. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Un petit peu moins gâcher, créer les nombreuses occasions, c'est la marge de progression qui lui reste pour la deuxième partie du championnat. Ajoutons en plus que ce secteur offensif dispose de joueurs talentueux en remplaçant, avec des éléments comme Javier Pastor, et surtout Draxler et Di Maria, qui étaient les titulaires l'année dernière lors de la fin de saison réussie. Merci Olivier. Steph? Oui, c'est certain, il faudra que les remplaçants des trois attaquants soient aussi performants quand on fait appel à eux pour pouvoir battre ce record. C'est l'une des conditions sine qua non pour y arriver. En plus, bon, on a quand même un calendrier assez favorable. J'ai un petit peu regardé. Bon, ça peut faire. Maintenant, pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'étais peut-être un peu plus focalisé sur la série d'invincibilité qui me tenait peut-être un peu plus à cœur. Et puis un autre record que j'aimerais bien qu'on efface, c'est celui de Skoblar. J'aimerais bien que ça revienne à un Parisien, notamment notre Uruguayen. Merci à toi, Steph. Dryas? Bah, par rapport à ce que disait Olivier, ça me paraissait pas mal quand même, Moya, Ginola et Valdo. Ou sinon Papin Waddle, et je sais plus c'était qui le troisième à l'époque, mais voilà, je me souviens plus. Pelé, Abedi Pelé. Ouais. Mais Je voilà. parlais des attaques du PSG. Hein. Bah, si tu parlais des attaques du PSG, ok. Mais justement, Wea, Ginola et Valdo, c'était pas mal quand même. Mais pour moi, les chiffres de l'attaque sont vraiment en trompe-l'œil et c'est très difficile d'en parler sans rentrer dans le qualitatif. Alors je vais éviter autant que se peut en parlant d'une manière très générale. Il y a vraiment eu une période où on était en mode 6-0, 5-0. On prenait très peu de buts, on en mettait beaucoup. Et ça tient une période. Du coup, battre leur corps en sachant qu'on en est à peu près à la moitié. On a mis ces 57 buts, c'est ça, et il faut aller en chercher 118, donc un peu moins de la moitié. Ça, se dire qu'on peut le battre, ça va vraiment dépendre de la qualité du jeu qu'on produit l'année prochaine et si on est capable de retrouver cette alchimie qu'on a su trouver pendant un gros mois où on a vraiment mis des gros scores, des scores en mode PlayStation. Merci à toi, Dryas. Maintenant, messieurs, évoquons deux aspects intéressants, peut-être moins joyeux, la défense et les matchs à l'extérieur. Alors, on va commencer par la défense. 22 buts encaissés en 27 matchs, soit environ un peu moins d'un but par match, 0,8, ce qui est quand même trop. Le standard PSG, c'est de 0,5 par match. D'ailleurs, on a pris 13 buts lors des 10 dernières confrontations. À l'extérieur, le PSG, c'est 9 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Pour rappel, le parcours de l'OL à l'extérieur sur cette saison, c'est 10 matchs, 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite, soit quasiment comme nous. Et ils nous ont affronté, nous, au parc. Alors, messieurs, est-ce qu'on a une inefficacité défensive pour les résultats à l'extérieur? Est-ce que c'est moins bon? Ou est la fausse note pour vous, Steph? Qu'est-ce que tu en penses? Pour ma part, il y a plusieurs causes pour expliquer ces problèmes d'inefficacité défensive. D'abord, déjà, on doit comprendre aussi que l'écart entre l'extérieur et les performances dans notre entre s'explique par le fait que les équipes adverses, quand elles viennent, elles sont un peu plus regroupées, organisées, elles jouent davantage défensivement que ce qu'elles font à domicile, parce qu'en fait, elles n'ont pas envie avec leurs rares incursions dans notre surface, de se prendre un contre ou même de se prendre une fessée carrément, quel que soit le mode de jeu dans lequel elle joue, justement. Donc pour moi déjà, il y a cette différence par rapport à nos matchs à l'extérieur où quand elles sont devant leur public, elles s'enhardissent, elles se sentent un peu poussées, elles ont parfois des temps forts et se disent si on doit faire un résultat, autant le faire à domicile. C'est pas un résultat qui est forcément prévu dans le tableau de marche et donc justement ils se disent que en faisant
en faisant parler les qualités de vitesse de leurs attaquants, parce que souvent ils jouent avec des attaquants assez rapides, ils peuvent profiter aussi du fait qu'on se replace pas correctement. Le premier rideau en général, donc la MCN fait pas toujours le replacement comme il le faut. En plus, on voit aussi que derrière on a quelques difficultés en ce moment dans la concentration. On a aussi quelques maillons faibles dans l'équipe. On a parlé du gardien, mais aussi du latéral gauche. Donc il y a une multitude de causes qui font que notre inefficacité défensive est résultante de pas mal de facteurs, dont certains qui sont propres au Paris Saint-Germain, la défense et le gardien. Donc pour moi, va falloir régler le problème, ça passe par le travail et le travail. Merci à toi, Steph. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là c'est très difficile de séparer le quantitatif du qualitatif. Et parce que c'est des problèmes multifactoriels et on a un petit peu de mal à trouver un facteur prédominant. Je vois déjà une différence de buts encaissés entre la Ligue des Champions et la première le championnat. En championnat, c'est 15 buts en 19 matchs. Alors, en Ligue des Champions, c'est 4 buts en 6 matchs, en sachant qu'il y en a 3 contre le Bayern au retour. Ce qui semble montrer qu'il y a un problème de concentration pour le PSG, pour des matchs qui sont peut-être jugés un petit peu moins prestigieux, un petit peu moins importants. Et on voit en fin de match cette déconcentration, un peu de suffisance probablement vu l'écart, ce qui n'existe pas en Ligue des Champions. Ce qui est surtout inquiétant, c'est l'aggravation, puisque il y a 13 buts qui sont encaissés au cours des 10 derniers matchs, avec un seul clean sheet, alors que lors des 17 premiers matchs, c'était 9 buts seulement et 11 clean sheets. On peut essayer de poursuivre un petit peu d'analyse en regardant les positions, et notamment le milieu de terrain, qui était la chose qui était mise un peu en question en début de saison du fait du départ de certains joueurs et du non-recrutement. Et quand on regarde ces compos, ce qui différencie les 17 premiers matchs des 10 derniers, c'est le large turnover qui a été pratiqué en deuxième partie d'exercice. Dans les 17 premiers matchs, il y a eu le trio Marco, Mota, Rabiot 9 fois, et le trio Marco, Rabiot, Draxler, qui a succédé à Mota suite à sa blessure 4 fois. Soit 4 matchs seulement où on a un trio différent de ces deux trios-là, et 13 matchs sur les 17 où le duo Marco Rabiot est présent. Alors que dans les 10 derniers matchs, le trio Marco Rabiot Draxler n'a aligné que 3 fois, tandis que sur les 7 autres matchs, on voit des associations. Et notamment le duo Marco Rabiot n'est présent qu'une fois sur 2. De là à conclure que l'association Marco Rabiot est indispensable de l'équipe, il n'y a qu'un pas. La question qui resterait alors à déterminer, c'est quel joueur associé à ces deux-là qui formerait le trio plus efficace défensivement. Le choix est entre la solution sécuritaire de la Sentinelle Mota, comme 4 dernières années et le début de celle-ci, au risque de tomber dans le 7+3 qu'on a vu avec la dégradation de l'évolution de ce trio à la fin de son mandat, entre guillemets, ou alors une solution plus offensive avec les options Draxler, Pastor. Et moi, celle qui me séduit au vu des derniers matchs, c'est celle qui présente pour moi les qualités défensives que les deux autres n'ont pas, sans perdre en qualité technique dans le jeu. Mais résumer le problème de pérennité défensive, un travail d'équilibre global est indispensable, notamment vis-à-vis du remplacement des 3 de devant, des compensations et du resserrage du bloc. Enfin, et ça c'est un défaut récurrent au niveau du PSG, c'est cette fragilité mentale, et comme j'ai dit, cette tendance à la suffisance quand le match semble trop facile. Il va falloir gommer ça pour essayer d'aller plus haut. Merci à vous, mes amis. Alors, ton avis, s'il te plaît. Mais on n'a pas entendu Olivier sur l'extérieur. Il n'a parlé que de la défense et tu avais posé les deux questions en même temps, du coup. Oui, je pense que c'est mieux de voir les... On en reparle après de l'extérieur, du coup? Oui. Ok, d'accord. Alors, je voulais juste dire pour Olivier, quand tu dis que tu es obligé de parler un petit peu du qualitatif pour cette question, tu plonges les deux pieds dedans. Mais je ne peux que être d'accord sur le constat. C'est en effet, pour ce qui est de la défense, on a pris des buts essentiellement quand il n'y avait pas la paire Marco Rabiot qui était sur le terrain.
Ça se vérifie, c'est simple, hein, c'est à l'issue de la première phase, donc des 17 matchs, on est à un point de la meilleure défense du championnat qui est Montpellier. Et depuis, on est parti à volo. Alors, on reste deuxième, je crois. Je suis pas sûr qu'on soit passé troisième. On reste deuxième, mais on s'est très éloigné de Montpellier, même si Montpellier s'en est pris trois. Et par rapport à ce que tu disais, tu faisais la distinction entre Ligue des Champions et championnat. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment à faire parce que le Bayern est intervenu en plein dans cette période-là. En plein dans la période où on a recommencé à prendre des buts. Alors, il y avait peut-être Rabiot Verratti sur ce match. Je me souviens plus, ma mémoire Oui, n'est pas oui, oui, clean. oui. Il y avait le Mais, trio mais, Rabiot, mais, Verratti, mais Draxler. voilà, ils avaient pas joué, ils avaient peut-être pas joué depuis un certain match. Enfin, il y a quelque chose de cette dynamique qui avait été trouvée à un temps donné quand ces deux-là étaient alignés, et plus particulièrement ces trois-là étaient alignés, qui a été cassé, et le match du Bayern était en plein au milieu de la période où on prenait plein de buts. Donc effectivement, analyser les chiffres de la défense sans rentrer dans le qualitatif, c'est quasi impossible. Merci à vous, mes amis. Bon, du coup, on fait un petit truc sur les résultats à l'extérieur, Steph? Sur les hôtels, oui, pour moi, c'est principalement l'environnement et aussi, je pense, le fait que derrière notre équipe, par moment, elle laisse les clés à l'adversaire, elle laisse le jeu pendant ces temps forts et qu'elle n'arrive pas à se remobiliser pour justement annihiler les offensifs adverses. Voilà, c'est une question d'environnement, c'est une question aussi de confiance et une question aussi de suffisance parce que par moment je trouve que ils font pas tous les efforts en même temps. Voilà, ils sont plus sérieux à domicile qu'à l'extérieur. Quantitatif. Olive? Oui, les mauvais résultats, ils sont tous à l'extérieur. Alors, si la défaite à Munich, elle peut être expliquée par la force, la position et le contexte aussi, parce que Paris était déjà qualifié sans une victoire des Allemands par 4 buts d'écart. On se rappelle quand même qu'on a tous eu la trouille à 2-0, le spectre de la remontada a un peu plané sur le match. Et il y a ce problème là aussi qui persiste, de cette difficulté à gérer une avance, comme à être au rendez-vous pour les grandes échéances, qui était évidente l'année dernière, qui l'est un peu installé, qui persiste quand même. Et c'est pour ça qu'on peut être très satisfait que le match retour contre le Real, même si c'est le Real, parce que ça nous donne quand même une chance supplémentaire vu nos difficultés à l'extérieur. C'est les trois résultats négatifs en Ligue 1, le match nul, qui sont de trop, vu la faiblesse de l'opposition en championnat. Bien sûr, on ne gagnera pas tous les matchs, mais ces contre-performances ont montré des difficultés mentales contre Montpellier et Strasbourg, qui est un promu, mais aussi tactique à Marseille, et un manque de cohérence du milieu traditionnel Verratti-Mota avec la nouvelle triplette offensive. On a l'impression qu'il y a une articulation qui manque dans cette organisation-là. Enfin, il ne faut pas passer sous silence que cette déficience à l'extérieur, on la rencontre dans les équipes coachées par Emery, qui sa dernière année à Séville n'a gagné aucun match loin de ses bases. Donc c'est bien sûr pas le seul responsable, mais il y a quand même une note un peu négative à ce niveau. Merci à toi. Olivier Drayas, tu me clôt ça? Eh ben alors je vais clore en disant la question c'était sur le quantitatif, donc contrairement à mes camarades je vais m'efforcer de répondre sur le quantitatif et notamment par rapport à la dernière remarque que vient de faire Olivier, il y a quelque chose d'assez intéressant si on s'en contente en quantitatif, c'est-à-dire que si on ne va pas analyser l'ampleur des scores et qu'on se contente des résultats chiffrés avec l'aide de Basto, parce qu'au début, moi, j'étais parti un peu sur le même mode, et il m'a dit, mais non, et puis etc. Puis on a fait la vérification, et donc on a sorti quelques chiffres. En championnat, en 2013-2014, donc la première année de Blanc, on perd 7 points à l'extérieur par rapport à domicile. En 2014-2015, on perd 15 points à l'extérieur par rapport à domicile. Là, on en est à 7, mais c'est 15. En 2015-2016, on est à égalité entre l'extérieur et domicile. Et en 2016-2017, on perd 3 points à l'extérieur par rapport à domicile. C'est-à-dire que l'année précédente, on peut presque dire que le championnat, en fait, on l'a perdu à domicile. Et ce que je veux dire par là, c'est on taxe Emery de cette réputation, mais si on se contente nos chiffres à Paris, pour l'instant, Blanc a fait bien pire en championnat. Et c'est un constat qu'on va aussi pouvoir reporter en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en 13-14, on perd 1 point à l'extérieur par rapport à domicile. En 14-15, on perd 5 points à l'extérieur par rapport à domicile.
On perd 1 point en 15-16. Première année d'Emery, on a plus 2 points à l'extérieur par rapport à domicile. Et pour l'instant, enfin cette année, alors ça c'est sur les phases de poule uniquement, et cette année on est à -3. Donc déjà, on peut dire une chose, c'est que en dépit de cette réputation qu'a Emery, si on se cantonne aux chiffres et à l'analyse de Paris sur les 1, 2, 3, 4, 5 dernières années, Emery est tout à fait raisonnable et voire même meilleur que son prédécesseur à l'extérieur. C'est la première chose. Ensuite de ça, il faut constater que on a perdu 7 points, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, c'est surtout à mettre à jour avec le fait on ait des performances à domicile qui soient absolument exceptionnelles, où on a fait un carton plein et on a marqué 3 points à chaque rencontre. Voilà. Merci, Dryas. Tes chiffres m'ont ému. Je pense qu'ils ont ému Olivier aussi. Oui, enfin, sauf que en ce demi-saison, tous les points. C'est dommage, Olivier, on t'entend pas. Sauf que cette saison, tous les points qu'on a perdus sont à l'extérieur. Je complète pour toi parce qu'on t'entend pas. Ouais. C'est marrant ce jeu. Oui, c'est vrai. Mais cette saison, on a fait un carton plein à domicile. Et ça aussi, c'est inédit en fait sur les 5 dernières années, le fait de faire un carton plein à domicile, et donc ça grossit le chiffre. Mais si on compare avec la saison 2014-2015 de Laurent Blanc, à la fin de la saison, il a perdu 15 points à l'extérieur par rapport à domicile. Pour l'instant, on est sur une base de 7, ce qui nous amènerait à 14, ce qui serait moins que Laurent Blanc. Mais si par exemple on compare avec la saison précédente, on avait perdu que 3 points à l'extérieur par rapport à domicile. Et concrètement, quand on regarde le championnat à domicile à l'extérieur, on se rend compte que la saison précédente, contrairement à cette idée reçue, le championnat est perdu à domicile et non pas à l'extérieur. Merci à toi, Dryas. On va passer à la rubrique européenne pour terminer ce podcast. Je sais que vous l'aimez bien. Est-ce que on a Basto qui est malade, qui traîne par là? Est-ce que Basto, tu veux faire la rubrique européenne avec nous? Oui, mon amour. Voilà, tu vois, je pense à toi. Et donc, messieurs, Olivier, tu peux parler? Je peux parler, mais est-ce que vous m'entendez? C'est autre chose. Oui, on t'entend, ça va. Bon, bien, mes amis, comme il n'y avait pas grosse affiche, je vous ai sélectionné quelques infos mercato venant de Paris United. Je vous ai fait un petit melting pot, ça va vous plaire. Donc, vous connaissez le principe de la rubrique européenne. Je vous donne un match, une info. Vous me répondez en un mot ou au maximum une phrase. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui, prêt. Alors, je prends ma mallette. Tiens, Andreas, il y a ton doigt coupé dans ma mallette. C'est vrai. Il faudra te le recoudre. Alors, mes amis, c'est pour parler d'un peu du multiplex, avec l'info que je vous donne. Victoire de Marseille, Monaco, PSG et Lyon. Le gros 4, comme on pourrait traduire en français. Dryas. J'aime beaucoup la traduction. Basto. Eh ben, on a 4 équipes qui sont sur un parcours de 2 points par match, donc c'est, je crois, inédit peut-être. Steph. C'est bien, on dira pas qu'on gagne un championnat qui vaut pas grand-chose. Olivier. Oui, l'écart se creuse entre ces 4-là et là. Bristol City qui élimine Manchester United 2-1 avec un but à la 93e en Coupe d'Angleterre. Basto. Mourinho. Tristesse. Dryas. Ibra is missing. Bah non, il a marqué. Ah merde, c'est pas grave, j'avais une chance sur 2, j'avais pas suivi, donc je les coupe. Voilà. Fail. Olivier. Il n'y a qu'une seule équipe à Manchester cette année. Steph. J'aime bien le titre d'un média qui disait City bat encore United. Pas mal. Bayern Munich qui bat Dortmund 2-1 en Coupe d'Allemagne. Olivier. Oui, le Bayern a repris sa vitesse de croisière. Steph. Seul au monde. Dryas. Un peu de mieux chez Dortmund. Basto. Beaucoup de mieux chez Dortmund. On passe aux infos au melting pot. Jonathan McCarthy dans l'after qui déclare avec cette défense le PSG n'ira nulle part et qui charge Thiago Silva toujours faible dans les grands matchs. Dryas. Analyse trop sommaire et basique et stupide. Basto. Je n'écoute pas Macardy. Steph. Il paraît que c'est un Marseillais. Il l'est, je confirme. Olivier.
Le type de journaliste qui parle sur des idées préconçues sans regarder le match. Merci à vous, mes amis. Contrairement à ce que Basto disait, Guedes est meilleur que Lucas et il y a du monde sur lui, notamment l'Atlético et Valence qui souhaiteraient le garder. Steph? Ça m'embêterait de le perdre, mais s'il y a la menace du fair play financier. Donc, on vend. Olivier? Guedes n'a jamais montré qu'il avait le niveau du... Darius? Ça pue le rendez-vous raté. Basto? Il est fait pour l'Espagne. Des contacts établis entre le PSG et Lassana Diarra, des infos qui nous viennent de Paris United. Darius? Guerre enthousiasmant. Basto? On en parlera sûrement dans un prochain podcast, mais très mauvaise idée. Olivier? On va recommencer avec Diarra, ce qu'on a raté. Diarra. Olivier? On va recommencer avec Diarra, ce qu'on... Non, je sais pas pourquoi j'ai dit 2 fois ton nom. Ce qu'on Steph? a raté. Ce qu'on a raté avec. Avec Ben Arfa. Ah oui, putain. Oh non, quand même, Diarra, il est meilleur que Ben Arfa, quand même. Offensivement, non. Hein. Non. Steph? Non. Ok. Dernière info choc. Dry ass, qui se traduit cul sec, littéralement en France. Basto? Superbe info. Olivier? No comment. Steph? J'ai rien compris. Dry ass? C'est comme ça que je vois mon Sky. Ah, ok. Dry ass, tu vois, cul sec. C'est comme ça que je voilà. vois mon Sky. Ah ouais. Mais même messieurs, c'est sur cette plaisanterie de bon goût que se termine ce podcast numéro 16. Je vous remercie de nous avoir écoutés aussi longtemps avec nos micros de qualité. Chers auditeurs, je vous souhaite un bien joyeux Noël. Prochain podcast la semaine prochaine, ce sera le dernier de l'année 2017. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et à la semaine prochaine pour retrouver le bilan qualitatif, cette fois-ci de la première moitié de saison. Dryas, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ciao. Steph, merci à toi encore une fois pour une prestation de qualité. Merci à toi, Jimmy. Et merci à toi. Merci et joyeux Noël à tout le monde. Basto, repose en paix. Je vois bien, Je suis en train de tousser, merci. Olivier en mode Papa Noël en fait. Il Et suffit de lui messieurs, mettre la barbe et c'est bon quoi. Et il va s'acheter Ah, une DSL. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Salut. Bonne soirée. Au revoir.